L'intérêt du MEMS en industrie, son intérêt principal, c'est sa dimension qui est miniature. Quand on regarde sur la photo qui est complètement à gauche, on voit un composant CMS qui est de petite dimension. Il faut imaginer que le MEMS, lui, est l'élément sensible à l'intérieur du composant qui est déjà petit. Donc cette fois-ci, si on regarde sur la partie droite, on a un zoom avec une échelle qui est marquée de 20 micromètres. Donc, imagine bien que les cavités, les usinages, les dimensions des différentes parties composant la structure, on est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Donc, le MEMS, ça veut dire système micro-électromécanique. Alors, tous les mots qui le composent sont importants parce que système, c'est un assemblage de différentes parties silicium et associé à un process de fabrication. Mécanique parce qu'on va travailler donc sur de l'usinage et de l'assemblage de composants parmi d'autres. Électro parce qu'automatiquement, on va y associer des réponses électriques au niveau du comportement mécanique de la pièce. Et micro, voilà, la partie dimensionnelle. L'aspect monobloc, j'expliquais, c'est un assemblage, mais c'est un assemblage à dimension microscopique. On l'appelle monobloc parce qu'une fois que tout le process est fini, les composants qui sont principalement en silicium sont agglomérés et forment un bloc unique. On le compare à des assemblages plutôt de type robotique ou de type manuel qui peuvent intégrer des défauts d'interaction d'une pièce à l'autre. Ce n'est pas le cas des capteurs MEMS. Donc, on part sur des composants petits. L'aspect miniaturisation permet son intégration dans des équipements. Les cas en industrie les plus simples et cités en exemple, c'est les téléphones mobiles que tout le monde a désormais. On a un accéléromètre, un inclinomètre, c'est du même ski à l'intérieur. On voit aussi que comme c'est miniature, et que ça peut être automatisé, on a des lancements en série qui sont possibles pour des grands volumes. Et ça bénéficie aussi d'un autre avantage, c'est que quand on peut l'automatiser, on gagne en répétabilité du matériel et donc de la production et de ses caractéristiques. Merci Maïwen pour le changement. La méthode de production du MEMS, initialement l'élément souche, c'est un disque de silicium. Globalement, son épaisseur varie de 110 microns à 1,2 mm, sur laquelle on va avoir des profils et des feuilles calibrées qui seront positionnés pour faire de la dépose alors de couches minces, un système de bombardement. On va y ajouter de la gravure pour définir les différentes pièces qui seront composées dans cet élément mécanique. On va donc y associer donc des couches supérieures de différents étages qui seront érodées dans des bains, de telle sorte à faire les usinages qui feront justement la séparation des différentes pièces. On va y passer donc dans des étuves thermiques et donc on va tout agglomérer, nettoyer, découper pour séparer chacun des éléments sensibles et les tester donc de ces parties composantes. J'ai oublié de préciser pourquoi le silicium. Moi, je trouve que c'est très important. Le silicium a une propriété qui est magnifique en mécanique. Il n'y a pratiquement pas d'hystérésis et il n'y a pratiquement pas de fatigue quand on sollicite l'aspect mécanique du silicium. Donc, on obtient des durées de vie de ces composants qui se chiffrent en milliards de cycles. Donc, c'est pas ça qui devrait limiter l'utilisation du matériel. On travaille des wafers de silicium qui ont un diamètre à peu près de 2,5 inches. Quand on commence à usiner le wafer, il a une épaisseur qui est à peu près de 1200 micromètres pour arriver au final à un élément sensible qui a une épaisseur de 7 micromètres. Ça vous donne une idée des dimensions dont on parle. À l'écran, vous voyez deux étapes de la production de capteurs MEMS. Sur votre droite, vous avez un opérateur qui est en train d'intégrer l'élément sensible dans un boîtier qui est destiné à des mesures de choc haut niveau. Et sur la gauche, vous avez un système de test qui permet de tester en série plusieurs éléments sensibles qui sont destinés à des accéléromètres de crash automobile. L'intégralité de ce processus est fait dans notre usine
de Sunnyvale, c'est-à-dire en Californie, au sud de San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Andevco avait et a toujours sa propre usine avec ses propres machines, ses propres personnels pour la production, le test, l'étalonnage des éléments sensibles MEMS. Donc, c'est vraiment notre centre d'expertise pour tout ce qui est MEMS. Cette usine est certifiée ISO 9001. Elle représente une surface d'à peu près 2000 mètres carrés, dont 300 mètres carrés de salle blanche et uniquement une trentaine de personnes, ce qui au premier abord peut sembler assez faible, mais compte tenu du fait que la production des MEMS est automatisée et du fait que uniquement des personnes dédiées à la production sont sur site, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 30 personnes dédiées à la fabrication de nos éléments sensibles MEMS. Tout notre bureau d'études engineering est situé ailleurs et n'est pas basé à ce niveau. Ils sont plus au sud, toujours en Californie, mais plus au sud de Los Angeles. Une fois qu'on a cet élément MEMS, Andevco fait deux utilisations bien distinctes, deux technologies distinctes à partir de MEMS. La première, c'est la technologie piézo-résistive, à partir de laquelle nous fabriquons à la fois des accéléromètres et des capteurs de pression. Et la deuxième technologie utilisée, c'est la technologie capacitive, à partir de laquelle on fait principalement des accéléromètres et relativement récemment des capteurs de vitesse angulaire. Le principe de la capacité variable a été développé en 1745. En fait, on a un élément sensible en silicium sur lequel on a une électrode qui va venir se déplacer entre une partie haute et une partie basse, elles-mêmes étant des électrodes. Et en fait, c'est la différence de capacité entre les électrodes mobiles et les électrodes fixes qui va créer le signal de sortie proportionnel à l'accélération. On a une représentation de cette construction sur la droite de l'écran où on voit en jaune l'élément sensible et en vert les parties hautes et basses entre lesquelles cet élément sensible va venir osciller. Comme la technologie piézo-résistive, c'est une technologie qui permet de mesurer le continu. Et on est là sur une technologie qui, à l'inverse du piézo-résistif, est vraiment destinée exclusivement aux basses fréquences et au bas niveau. La technologie capacité variable nécessite d'être intégrée dans un circuit électronique plus complet. C'est pas quelque chose qui peut être utilisé de manière autonome. Parmi les limitations de cette technologie, le fait qu'elle ne soit absolument pas adaptée aux mesures de vibration haute fréquence. Et du fait de l'électronique autour de la technologie, il y a une limitation de température qui est de l'ordre de 120-125 degrés. Vous avez sur cette représentation donc une autre manière d'exprimer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vous avez une partie mobile qui va venir osciller entre une partie fixe haute et une partie fixe basse. Vous voyez que cette partie mobile est attachée par deux systèmes de ressorts, en tout cas sur cette représentation en coupe. Et c'est la variation de capacité entre la partie mobile, la partie haute et la partie mobile, la partie basse, qui va créer le signal de sortie. Je rappelle juste que la partie mobile, y compris ce qui est représenté comme deux petits ressorts ici, est micro-usiné dans du silicium. Donc tout ça est un morceau de silicium. Principale différence et avantage de la technologie capacité variable, par rapport au piézo-résistif, déjà, vous avez une sortie au niveau. C'est-à-dire que vous avez un signal de sortie pleine échelle qui va être de plus ou moins 2 volts. Vous avez deux modes de fonctionnement possibles avec la technologie capacité variable. Le mode référence commune, où vous allez regarder votre signal de sortie par rapport à une masse, ou une sortie différentielle, où vous allez regarder un signal de sortie plus, un signal de sortie moins, et en faisant la différence, vous allez avoir votre signal. Quel est le principal avantage du fonctionnement en sortie différentielle? C'est lorsque vous êtes dans un environnement qui est perturbé par des phénomènes extérieurs, que ce soit des problèmes électromagnétiques, de bruit, de bruit acoustique.
Eh ben, l'avantage de cette perturbation, c'est qu'elle va s'appliquer de manière parfaitement équitable entre votre plus signal et votre moins signal. Et donc, lorsque vous allez faire la soustraction des deux, vous allez éliminer en grande partie la perturbation extérieure. Donc, le mode de fonctionnement en sortie différentielle est particulièrement adapté pour des environnements bruités, perturbés, où vous ne souhaitez pas, où vous souhaitez vous isoler au mieux des perturbations extérieures. Autre avantage, comme vous avez un capteur qui sort plus ou moins 2 volts, vous avez certains systèmes d'acquisition qui sont plutôt avec des étages d'entrée qui sont dimensionnés pour du 0,5 volts. Donc le mode différentiel permet de fonctionner avec une tension de référence qui va être de 2 volts 5 et d'avoir un signal qui va osciller autour de ce 2 volts 5 et donc un signal pleine échelle qui va en fait être 0,5 volts, 4 volts 5 et donc compatible avec des systèmes d'acquisition dimensionnés pour du 0,5 volts. Je reviens sur ma coupe en tranches et mes deux magnifiques ressorts qui retiennent ma partie mobile. Dans certains de nos capteurs, nous avons inclus dans la conception du capteur ce que l'on appelle des butées mécaniques, à la fois sur la partie supérieure et sur la partie inférieure, ce qui permet, lorsque mon élément mobile est soumis à un niveau d'accélération supérieur à celui pour lequel il a été conçu, pour celui pour lequel il est dimensionné de mesurer, l'élément sensible va venir en butée mécanique. Donc, j'ai oublié de mentionner ça, mais vous voyez sur le schéma ici que quand j'applique une accélération vers le bas, par réaction, ma partie mobile va partir, elle, vers le haut, en étant retenue par, encore une fois, ces ressorts. Le fait d'avoir des butées mécaniques permet, par exemple, si j'ai un capteur qui a été conçu pour mesurer 10 G pleine échelle, que si jamais ce capteur voit 200 G, eh bien l'élément sensible part en butée mécanique, est protégé au niveau de sa structure et on risque pas d'endommager le capteur. Et les ressorts ont pour but, entre autres, de ramener mon élément sensible à une position initiale qui va lui permettre de remesurer ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire 10 G pleine échelle. Et donc, sur certains de nos capteurs équipés de butée mécanique, on précise le temps de retour après choc. Et c'est en fait, c'est dû à la constante de raideur des ressorts qui vont ramener l'élément sensible à sa position initiale. Et ce temps de retour après choc est extrêmement court. Il est partie intégrante des caractéristiques du capteur et de sa fiche technique. Et en l'occurrence, sur certains de nos capteurs, il est spécifié pour être inférieur à 10 microsecondes. Enfin, vous avez, comme on intègre, vous l'avez pas encore vu puisque c'est sur la diapositive d'après, donc on va juste noter compensation de température et régulation d'alimentation. Vous avez sur cette représentation donc mon élément capacité variable, le cœur de mon capteur, la partie vraiment, la partie sensible de mon capteur. Et vous voyez que dans un packaging de capteur qui est l'image en bas à gauche, eh bien cette partie sensible représente une toute petite partie, un tout petit composant parmi les nombreux composants qui sont intégrés dans le boîtier initial. Les autres composants autour sont des électroniques, des ASICs qui peuvent être programmés différemment et qui nous permettent d'avoir de la compensation en température numérique, qui nous permettent de faire de la régulation d'alimentation et donc de rendre la technologie capacité variable quelque chose qui est particulièrement adapté à la customisation. On a la possibilité de programmer nos ASIC différemment en fonction des utilisations. Si vous êtes dans les essais en vol, ce qui est assez peu le cas dans l'automobile, mais on peut imaginer que vous ayez besoin d'opérer jusqu'à des températures de moins 50 et que vous soyez principalement intéressé pour des équipements qui volent par des plages de température négatives. À l'inverse, si vous êtes dans le domaine du moteur, vous serez plutôt intéressé par des compensations de température sur des températures haute température, pardon. Et donc, on a la possibilité de programmer les ASIC et les différents électroniques qui constituent le capteur complet pour répondre à des problématiques particulières. On a notamment la capacité de faire de la régulation d'alimentation pour être compatible avec une alimentation du type batterie de véhicule ou ferroviaire, embarqué, avion, bateau, enfin tout type d'alimentation électrique.
Vous voyez sur la représentation en bas à droite les petits filaments qui font tout le tour de l'élément sensible, qui, je le rappelle, sont en silicium, micro-usinés dans le wafer dès le départ, qui assure à la fois le retour après choc et le système de suspension de l'élément sensible pour lui permettre de se déplacer entre le point haut et le point bas. Une autre application de la technologie capacité variable, c'est des capteurs de vitesse angulaire. Donc, on va rester sur le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va regarder une variation de capacité, mais dans un but qui va être de calculer une vitesse angulaire. On a en fait un capteur où on ne va pas directement mesurer ce que l'on cherche à mesurer, on va mesurer quelque chose qui va nous permettre. Là, vous est présenté sur cet écran la structure d'un MEMS pour un capteur de vitesse angulaire. La façon dont fonctionne ce capteur, on va utiliser le principe de la force de Coriolis. Et la force de Coriolis, un petit rappel de physique, c'est que lorsque l'on a une masse qui est en déplacement, avec une vitesse qui est connue, si on applique en plus de ce déplacement longitudinal à vitesse connue une rotation, il va résulter une force qui est perpendiculaire à la fois au déplacement initial et à l'axe de rotation, qui est la force de Coriolis. Et en fait, c'est exactement ça ce que l'on utilise dans les capteurs de vitesse angulaire. On va générer, vous allez le voir tout à l'heure dans une animation, on va générer un premier déplacement de notre élément sensible, que vous allez voir apparaître sur la structure jaune. Et lorsque, en plus de ce déplacement initial, va se superposer une vitesse, une rotation, vous allez voir que la partie orange et bleue qui sont au centre de la structure vont se mettre à se déplacer sous l'effet de la force de Coriolis perpendiculairement. Et en mesurant la variation de capacité de l'élément bleu central par rapport à l'élément orange, on va être capable de quantifier cette force de Coriolis. Et comme on maîtrise le déplacement initial, on est capable d'en déduire la seule inconnue qui reste, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Voilà le premier mode de déplacement qui est celui que l'on génère et que l'on contrôle. Et vous voyez que quand on vient rajouter une vitesse de rotation, on a un déplacement perpendiculaire de la partie orange. Peut-être le rejouer une deuxième fois pour bien revoir le mode de fonctionnement. Ça, c'est le déplacement initial. Et quand on rajoute la rotation, la partie orange va se déplacer perpendiculairement maintenant sous l'effet de la force de Coriolis. Donc, c'est ça ce que l'on mesure. Et c'est ça ce qui va nous permettre, connaissant ce qui a été injecté en termes de déplacement initial, de revenir à la vitesse angulaire. Donc, ça nous a permis de développer un capteur de vitesse angulaire. La première demande venant des gens, encore une fois, du domaine de la sécurité automobile, qui étaient intéressés par savoir à quelle vitesse la tête d'un mannequin allait basculer vers l'avant lors d'un impact. Et donc, on a développé un capteur qui est disponible en un certain nombre d'étendues de mesure, la plus faible étant 100 degrés par seconde et la plus grande étendue de mesure étant 18 000 degrés par seconde, ce qui correspond à 50 rotations par seconde. Bande passante de ce capteur, 2 kHz, et vous voyez que sur le dessus du capteur, vous avez symbolisé la rotation qui traduira un signal positif en sortie et mentionner l'axe de rotation. Nous avons des interfaces de montage qui permettent de monter 3 de ces capteurs de vitesse angulaire perpendiculairement. Et nous avons également développé une solution où on intègre dans un seul et même boîtier 3 capteurs de vitesse angulaire et 3 accéléromètres pour faire un capteur 6 degrés de liberté. Les gammes d'accélération que l'on couvre, et je dois de préciser que pour l'instant, c'est une gamme d'accélération et une gamme de vitesse angulaire, c'est-à-dire que vous pouvez combiner une gamme d'accélération avec différentes valeurs de vitesse angulaire, mais les 3 accélérations doivent être les mêmes et les 3 vitesses angulaires doivent être les mêmes. Pour la partie accélération, on couvre des pleines échelles de plus ou moins 2G à plus ou moins 500G.
et pour les vitesses angulaires, puisqu'on intègre exactement le même élément que notre capteur de vitesse angulaire, les gammes que l'on couvre, c'est plus ou moins 100 degrés par seconde à plus ou moins 18 000 degrés par seconde.